Vers une issue? Le lendemain, c'est le grand jour. Je vais montrer à ma belle que je peux exaucer ses moindres désirs. En proie à une impatience démesurée, je me suis réveillé matin, sans l'aide de rien ni de personne. J'ai une furieuse envie de prendre la planète à bras-le-corps pour la faire tourner plus vite, de tirer fortement un rayon du soleil pour l'extirper de sa torpeur. J'ai même dans l'idée d'aller réveiller ce feignant de coq pour inverser les rôles, pour une fois. Mais je n'en fais rien, car j'ai d'autres desseins. Je pratique quelques exercices d'étirement et autres tractions et pompes pour hisser mon physique à la hauteur de mon esprit. Puis, après une douche d'une fraîcheur insoutenable, je prépare un petit déjeuner de roi et je vais réveiller Lila, plongée dans un sommeil qui rendrait fou de jalousie un nouveau-né. Il est l'heure, Lila. Quelle heure? L'heure, avec un grand H. Mais le soleil n'est pas encore levé, me dit ma douce d'une voix pleine d'oreiller. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas ce qu'il a aujourd'hui. En tout cas, le petit déjeuner est prêt. Tu me laisses 5 minutes. D'accord. Assis sur le lit, le dos droit, je me mets à compter à voix haute. Je suis à peine à 62 quand Lila me coupe. Ok, je me lève. Mais Lila, tu as encore 238 secondes de repos si tu veux. Elle ne m'écoute pas, ôte ses couvertures et s'assied à son tour sur le bord du lit. Elle me présente une nuque jolie, mais bougonne. Quelques minutes plus tard, Lila a retrouvé un peu de son entrain habituel, un coin de son sourire inimitable. Je mange pour deux devant mon amusé qui grignote. Il y a toujours, au gramme près, la même dose d'énergie dans un couple. Quand l'un des deux tire la couverture à lui, l'autre se gèle un peu. Lorsque Lila se lève pour aller se vêtir, je saisis la nappe comme un baluchon y enfermant les couverts sales que je déverse dans l'évier sous un fracas de fourchettes qui se battent, de porcelaine qui se brise. Je ne supporte plus mon énergie fébrile. Il conviendrait que je me calme, mais je n'en ai ni le temps ni l'envie. Je suis tout à notre futur. Ce présent s'éternise et commence à me taper sur les nerfs, et les nerfs agacent mes muscles, et je me borne à leur obéir. Dans mon parc à vélo, je prends les deux plus belles bicyclettes dont je fourbis allègrement cadre, jantes, pédalier et guidon, comme pour me rendre chez madame la marquise. Quand Lila me rejoint, le coq chante pour célébrer sa présence. « Tu m'amènes où ?» me demande-t-elle, belle. « Surprise ?» lui réponds-je mystérieux. Puis nous dévalons la pente qui mène à la nouvelle galerie. Sur les murs, afin d'égayer notre passage, j'ai suspendu diverses décorations de Noël que je récupère au début de chaque nouvelle année dans le rayon, tout venant du lieu étrange. Les gens jettent. Au fur et à mesure que nous cheminons, Lila découvre l'aménagement princier du tunnel. Guirlandes, boules multicolores, 1000 pattes d'ampoules clignotantes, reproductions miniatures de paquets cadeaux suspendus au plafond, agités par le souffle souterrain, sphères lumineuses tournantes sur elles-mêmes, boîte à musique diffusant une mélodie carillonnante lors de notre passage, et dont le son se fait entendre longtemps dans la caisse de résonance de la galerie. Nous nous amusons à nous dépasser, rajoutons à la musique une symphonie de klaxons, de rires à pleine gorge. Nous nous doublons tour à tour, qui à droite, qui à gauche, qui sur le plafond de la galerie, qui sur les murs, emportant avec nous des guirlandes dorées. Nous jouons aux étoiles filantes, dans la nuit souterraine de nos rêves les plus fous. Plus rien n'existe autour. Nous volons. Nous pourrions lâcher le guidon, ôter des pédales nos pieds. Nos vélos n'en iraient pas moins vite, mus par la dynamo de nos esprits en communication amoureuse. Notre folie est multicolore. J'entends des détonations de feux d'artifice. Les fusées sifflent à nos oreilles. Nous sommes embarqués dans un voyage interplanéto-souterrain. C'est le bouquet final. Final ? Quand la décoration du tunnel devient luxuriante à l'excès, trop encombrante pour nous permettre de progresser convenablement, nous ralentissons jusqu'à nous arrêter. Nous arrivons, Lila. Après avoir posé nos bicyclettes près de la bouche du tunnel, puis nous être débarrassés des guirlandes, boules et autres mini-sapins qui nous couvraient le corps, nous gravissons les quelques barreaux de l'échelle en métal que j'ai spécialement soudées et peintes de couleur arc-en-ciel pour notre céleste ascension.
Nous débouchons dans un sous-sol orné de tuyaux, de canalisations diverses, de gaines électriques anarchiques, dans un décor tranchant sur le clinquant du souterrain. Lila, qui s'attendait à du merveilleux, s'étonne en détaillant mon visage dans une moue désenchantée. « Ne t'en fais pas, lui dis-je des yeux. Je la précède en la prenant par la main. Le faible faisceau de ma lampe torche éclaire le chemin que je connais bien. Nous parcourons le premier couloir, longue ligne droite aux odeurs de moisissure, au bruit de suintement, au craquement d'hiver, aux gouttes s'écrasant au sol dans de petites flaques. J'en perçois le remous cristallin, rumeur reprise en boucle déclinante par l'écho, qui s'amuse dans un concerto humide et grinçant. Au bout du corridor, nous franchissons une lourde porte dans une plainte de gonds mal entretenue. Nous quittons l'obscurité pour une pâle lumière filtrant à travers les fenêtres poussiéreuses, et je sens alors Lila se crisper, inquiète, toujours plus intriguée. Nous continuons notre progression, empruntons un escalier en piteux état, jonché de petits bouts de plâtre détachés du plafond, couverts d'une poussière de plusieurs mois, plusieurs années. Des canettes de bière vides rouillent sur un palier. Au dernier étage, une ouverture à battants métalliques, aux vitres fracassées, nous emmène vers un couloir flanqué de pièces vides aux portes entr'ouvertes, arrachées ou largement poussées. Le monde des hommes est dur. Miloche, je me sens pas en sécurité. C'est ça ta surprise? Un immeuble désaffecté? T'es sûr qu'il n'y a pas plein de squatteurs? On risque rien. Ne t'inquiète pas, ma Lila. J'ai visité tout le bâtiment, condamné tous les accès. Nous sommes seuls ici. Attends quelques secondes, nous arrivons. Sois patiente, je t'en prie. Nous déambulons jusqu'au bout du couloir, puis j'ouvre doucement la porte qui le termine, afin de ménager le suspense. J'invite Lila à me suivre dans la pièce carrée, puis le long d'une petite échelle menant à une trappe que je pousse dans un grincement, suivi d'un fracas de métal. Nous respirons maintenant au grand jour, sous un ciel bas et gris, mais infini comme ailleurs. Lila ne dit mot. Elle me suit toujours, perplexe, dans un silence brumeux rythmé par le crissement de nos pas sur le gravier de la terrasse. Notre périple prend fin près d'une puissante longue-vue qu'Aimée a réussi à me dégoter. « Regarde là-dedans, Lila. » Collant un œil sur la lunette, elle ajuste la molette de mise au point, vire sur elle-même. Je suis fier comme Gérardo. Lila se retourne, elle me lance. Je ne sais pas où on est, mais c'est immense. Ma fierté redouble. Je suis un génie. Je ne comprends pas, Miloche. Qu'est-ce que je dois voir? Mais les gens, Lila, les gens, n'est-ce pas ce que tu voulais voir? Regarde là, à droite. Tu as l'entrée d'un immense supermarché. Que dis-je? Un hypermarché. Des milliers de consommateurs s'y rendent tous les jours pour faire leurs courses. Ici, au fond, tu as un grand casino. Tu peux voir les femmes en manteau de vison, les hommes en smoking qui viennent se désennuyer en dépensant des fortunes dans les machines à sous. À gauche, là, près de nous, tu as une énorme place, avec une foule de gens qui se retrouvent pour se reposer sur des bancs, boire des consommations à des terrasses, donner à manger à des pigeons. J'ai même vu, il y a quelques jours, un cracheur de feu et des jongleurs, entourés d'un tas de badauds. De l'autre côté, très loin là-bas, on peut distinguer la longue file d'attente devant un musée. D'ici, en un regard, tu peux embrasser plusieurs centaines d'échantillons de la société humaine. Tu peux voir des milliers de personnes tous les jours. Tu te rends compte? Tu te fous de moi, là? Rassure-moi, Miloche. Mais pas du tout, Lila. Tu me déçois. J'ai fait tout ça pour toi, rien que pour toi. J'ai sué sang et eau, je n'ai pas dormi, pas mangé, juste bu. Je me suis usé les mains, les pieds, les yeux, le cœur et les autres organes pour toi, pour te donner ce que tu voulais. Je n'ai pas besoin des gens, moi. Mais tout le monde a besoin des autres, pour échanger, pour apprendre, pour se rendre compte de ses erreurs. Je n'ai rien à apprendre des autres. Je n'ai rien à leur enseigner. Les autres, dès que tu commets un acte qui sort de l'ordinaire, ils te le reprochent, ils te chassent. Pour te réintégrer, tu es obligé de perdre ton indépendance, de ramollir ta personnalité. Comment tu sais ça, toi? C'est tes courgettes qui te l'ont dit? Ne te moque pas, Lila. J'ai vécu dans la société des enfants. Je suis allé un peu à l'école, comme tout le monde. Le reste, je l'ai appris par les romans.
Tu vas pas me dire que tu crois vraiment que les romans et la cour d'école, ça te dispense de la compagnie des hommes? Si, je te le dis. J'en sais assez sur les hommes pour refuser de les fréquenter. C'est que j'ai essayé. J'ai essayé de devenir adulte comme eux. Mais je n'y arrive pas. J'ai trop de recul pour cela. Et plus ça va, plus je prends du champ. Plus tu recules, tu veux dire? Si tu veux. En tout cas, je n'ai que des débuts de pourriture, des amorces d'infection. Rien ne s'est encore développé de façon irréversible. Je stoppe chaque métastase de l'âge adulte à la racine. Alors bien sûr, comme je ne joue pas et que je dénigre le peu de talent des autres, on ne m'accepte pas sur la scène. Bien, je reste dans la salle, en spectateur. J'observe mes contemporains à travers les jumelles de la fiction, si tu veux des grands mots. Aujourd'hui, pour toi, rien que pour toi, je les examine en vrai, en prenant le risque de nous placer au milieu d'eux. Tu te rends compte que seulement quelques mètres nous séparent des autres? Nous observons de tout près la cage au lion, et tu crois que je me moque de toi? Mais non, Miloche, c'est pas ça. C'est très gentil ce que t'as fait pour moi, j'apprécie vraiment. Ce que tu saisis pas, c'est que j'ai besoin d'être à l'intérieur de la cage au lion. J'ai envie d'être sur la scène. Comment faut te le dire? Dans ce que tu appelles le théâtre de la vie, il y a beaucoup d'acteurs qui restent en marge, qui se foutent des rôles principaux. Nous deux, on peut aller sur les planches et garder notre individualité. Nous deux, on peut avoir l'Oscar des seconds rôles. On va monter notre petite pièce à nous, notre film indépendant. Tu crois vraiment que c'est possible? Bien sûr que je le crois. J'en suis même sûr. Il suffit d'être vigilant. Tu ne serais pas en train de me pervertir? Tu vois le mal partout, Miloche. J'essaie juste de te dire, ce serait bien qu'on vive cette vie à deux, comme un couple qui s'aime. Mais moi aussi je te dis ça. Je te propose mon style de vie. Je te propose de le partager avec moi. Ouais, mais je suis un animal social, voilà. Condoléances. Arrête. C'est vraiment aussi dur que dans les romans, la vie en couple. Putain, Miloche, tu commences à me les briser avec tes romans. Mais regarde, Lila. Regarde tous ces gens. Observe-les dans la longue vue. Dis-moi si ce n'est pas du roman, ça. C'est du jeu de rôle. Mais regarde. Tournant autour du toit, la lunette dans l'œil, je me saoule de la vue dégoûtante de mes contemporains jusqu'à la nausée, hurlant comme un putois. Je prends Lila à partie. Je suis le grand moralisateur qui convoque le ciel comme témoin à charge. Je vitupère contre les troupeaux se bousculant dans le lointain. Je les cerne. J'aboie comme un chien sauvage, prêt à les déchiqueter un, à me repaître de leur chair viciée, du sang d'opérette qui coule dans leurs veines. J'ai envie de leur enchasser ma longue vue dans les orbites. Je me saoule de ma fureur. Je dégage une transpiration épaisse qui draine mes humeurs dégueulasses. Ça y est, je leur ressemble. Fuite. Quand je me retourne en sueur, poursuivant ma diatribe dans le filet de voix qui me reste, Lila a disparu. Je la cherche des yeux, la grande terrasse est désespérément plate, vide de la présence céleste de ma douce. J'aperçois la porte de la trappe refermée. Je l'ouvre, mettant la tête à l'intérieur, et je crie « Lila! Lila !» Ma voix se perd dans la nudité des couloirs. Seul l'écho me répond, et dans le ton de sa voix, je crois percevoir la confirmation de mon retour à la solitude. J'imagine Lila, courant dans les couloirs, les mains sur les oreilles, voulant empêcher à tout prix les éclats de mes cris de bête de contaminer ses tympans. Je dévale les barreaux de la petite échelle, en appelant ma belle à plein poumon. Je fonce dans les couloirs tête baissée, ouvrant à coups de pied chaque porte qui claque furieusement. J'éructe le prénom de Lila, qui s'incruste à jamais dans tous les murs décatis de toutes les pièces. J'ai l'impression d'être allé trop loin, d'avoir usé sa patience jusqu'à la dernière fibre. Je me sens coupable d'un surplus d'honnêteté. J'ai trop laissé parler mon cœur, sans passer par le filtre modérateur du bon sens. Je suis complètement retourné par mon manque de talent de comédien. Je le sais pourtant. On ne peut pas être totalement franc dans un couple, ni nulle part ailleurs. Sinon on finit seul. On doit tout garder à l'intérieur, se bouffer le ventre, s'ériger sans cesse des boucliers. Et qu'on ne vienne pas me dire à moi que tout dépend de la forme. C'est bien le fond dont l'être humain ne veut absolument pas entendre parler. Par exemple, je ne peux pas dire à Lolek, ni d'une façon ni d'une autre, « Écoute Lolek, ta conversation m'ennuie maintenant. » Ou à Danka, « Elle ne te va pas du tout bien ta nouvelle frange. »
Ouais, mais tu as encore pris du ventre, tu dois manger gras. Pas plus que je ne dois avouer à Lila. La vie que tu me proposes ne me convient pas. Je dois jouer, jouer, toujours jouer. C'est épuisant la scène. Mais là, je ne joue plus. Je cours, je cours, je cours toujours, bras moulinants, tête en avant, dans une tentative désespérée de record universel, la langue détachée de la bouche, les yeux indépendants, le corps désarticulé, les larmes déferlant de tout mon être. Quand j'arrive dans le sous-sol, je constate la disparition de la lampe torche que j'avais déposée à l'entrée. Lila, bien sûr. Comment lui en vouloir? Bien que je connaisse les lieux, et alors que tout mon être commande à mes muscles de courir à en perdre haleine, je suis dans l'obligation de me brider sévèrement pour adopter une marche lente, saccadée par le conflit intérieur, tâtant les murs suintants d'humidité pour ne pas m'égarer. Je n'entends rien que mes pas, les battements désordonnés de mon cœur et le crissement de mes doigts sur le crépi craquelé. Dans le noir, le couloir semble encore davantage interminable. Je comprends que j'en atteins enfin le bout quand j'aperçois au loin la faible lueur clignotante des guirlandes électriques. Je saute dans la bouche du tunnel, puis après avoir fébrilement refermé la trappe, je descends l'échelle en trombe. Mon vélo est là, gisant, seul, effroyablement seul. D'un bond, je le relève et l'enfourche pour pédaler aussitôt à tout rompre. Les murs défilent. Le vent que je déplace fait bruire les guirlandes, bouscule les décorations, incendie les lampes de Noël. Lila n'est toujours pas en vue. Elle a pris une avance de quelques grosses minutes et elle sait actionner ses mollets aussi bien que moi, voire mieux. Je dois rejoindre le groupe de tête. Je me suis fait lâcher dans les lacets de ma logorée. J'ai peut-être déjà perdu le tour de notre amour à cause d'un simple moment d'inattention. La sueur que génère mon front s'évapore aussitôt. Je déplace des mètres cubes de terre à chaque seconde, mes roues fomentant des milliers de révolutions. Mais je demeure seul. Les muscles de mes cuisses se prennent pour du marbre, dur et gorgé de sang. Mes bras tirent le guidon vers mon torse, essayant d'arracher le métal prêt à rompre, afin que mon corps martyrise un peu plus les pédales. Ma tête, en recherche de vitesse, s'est penchée vers l'avant. Tout mon corps est uni dans une même lutte. Je suis en sprint final permanent, en finish perpétuel, au coude à coude avec moi-même. Je vais au bout de mes forces pour remporter le contre-la-montre, face à mes contradictions, ma mauvaise foi, mon égoïsme, ma philosophie à dessous, ma peur de l'autre, ma pusillanimité. Je suis seul, dopé à l'amour, face à une foule de concurrents redoutables. Ce serait à ma grande surprise, si j'avais encore des émotions, que, la gorge sèche, hors d'haleine, je parviens à la fin du tunnel, gardant le même rythme surpuissant sur la petite côte qui mène à mon jardin. Le saut que j'effectue a quelque chose de fabuleusement vertical et d'olympique. Le temps se suspend, et je croirais voir au sol, loin de moi, une escouade d'ennuyeux chronométreurs bardés de très sérieux preneurs de mesures, à l'affût du record. Me débarrassant de ma monture en plein vol pour plus de liberté, je la laisse finir sa course dans les rosiers qu'elle veut, tandis que j'appelle à mon secours toute la gravité terrestre qui m'est due, et même plus, pour transgresser les lois de l'attraction, pressé de toucher terre. Mais je n'y peux fichtrement rien, je suis complètement chagalisé. Comme au ralenti, je regarde ma bicyclette s'encastrer avec fracas dans le conduit de cheminée du voisin. Je contemple le spectacle lunaire de mon jardin, la bâche sur le toit de ma petite maison, pendant que je monte toujours plus haut. Mon existence tranquille prend du champ. Mes poules ne sont plus que des petits points agités. Le hameau où je vis perd de sa netteté. Mon sweet home se rapproche de la ville dont je perçois la forme circulairement médiévale, au bout du chemin, après la côte que nous avions prise avec notre attelage, Lila et moi. Je m'en souviens. C'était le plus beau jour de ma vie, ou peut-être le pire, le début de la fin. Puis, passant au travers des nuages dont j'essaie de saisir de mes doigts transparents quelques touffes barbapapesques, je perçois la forme de mon pays, les découpes qu'il adopte lorsqu'il disparaît dans la mer, les contours des continents, les bleus des océans. Ça y est, l'attraction terrestre n'a plus de prise sur moi. Je suis à présent plus léger qu'un souffle. Je fais la planche dans l'espace. J'orbite tranquillement. Je ne suis plus pressé par rien. Plus rien ni personne n'a d'importance. Mon amour est parti par ma faute.
Je peux bien aller vivre sur Mars, sculpter la roche rouge jusqu'à épuisement. Je fais la planche, les oreilles dans la Voie lactée. Je suis conscient de n'être rien, et ce constat me plaît. Oh, comme il me ravit! Aucune culpabilité, plus de but, de la jouissance à l'état pur. Je fais la planche, le sel de l'univers porte des membres qui ne sont plus à moi. Je virevolte dans l'absence d'atmosphère, bras en croix. Je suis Dieu! Je ne crois plus qu'en moi. Je vais vivre éternellement dans un 7e jour. Les déchets de l'espace passent en trombe, sifflant à mes oreilles. Des rebuts de satellites russes, italiens, français, chinois, américains, coréens, qui s'unissent exceptionnellement afin de constituer le lieu étrange de l'espace. Je m'en moque. Je fais la planche, auto-crucifié, je me voue un culte éternel. Je bâtis en pensée des espaces de prière colossaux, où les fidèles se réunissent, pour me hurler d'une même voix la longue liste de mes défauts et de mes faiblesses. Je brûle d'un bonheur masochiste, je suis l'éternel inutile qui draine une foule gigantesque de gens à la recherche des preuves de sa futilité. Je les absous tous pendant qu'ils me couvrent d'insultes. Je suis le bouc émissaire de l'univers, je décharge l'intégralité de la population de la totalité de ses frustrations. Je suis un concentré d'énergie négative, une pile prête à exploser. Et en effet, j'explose. La loi est dure, on le sait, et la gravité me rappelle à son bon souvenir, fracassant sans aucun égard ma planche céleste. Bras et jambes vers le ciel, dos arc-bouté vers la terre, c'est la chute. Je dégringole des étoiles, je fends l'espace, mésosphère, stratosphère, troposphère. La planète bleue grossit sous mes épaules à une vitesse démesurée. Tournant la tête, je devine à nouveau la ville, mon hameau, ma maison, mon jardin. Je vais mourir, je suis prêt, je n'ai plus rien à perdre. Le choc est rapide et brutal, c'est fini. Alors c'est cela la mort? Tout est sombre, bouché. Ce n'est pas tellement douloureux en fin de compte. Même pas de tunnel avec une lumière au bout. C'était dans la vie, ça. Je constate que la mort a un fort goût de terre, mais je ne peux désormais plus rien noter dans mon cahier. Au bout d'un siècle, peut-être davantage car le temps n'a plus d'importance ici, je réalise que je peux bouger mes membres comme avant. J'en profite. Si je suis plus engourdi que dans mon état de vivant, je parviens cependant à mouvoir bras et mains vers le haut. Mes jambes me répondent aussi, et j'entame une ascension interne vers l'inconnu. S'il faut encore se démener dans l'au-delà, je me demande bien à quoi ça sert de mourir. Je trime toujours, pestant contre la faucheuse dont je n'apprécie pas le sens de l'humour. Tout d'un coup, la lumière devient extrêmement vive. Le bout du tunnel? La main en visière, je me dirige vers la clarté. J'escalade les derniers centimètres. Il fait bleu. Regardant vers le bas, je m'aperçois que je ne suis que vivant, perché au sommet d'un monticule de terre gigantesque au beau milieu de mon jardin. Je tente de faire la planche à nouveau, m'attendant à m'élever dans les cieux. Mais je perds l'équilibre, dévalant en roulade l'énorme tas de terre pour m'étaler dans ce qui reste de mon potager. Au moins, je ne peux pas tomber plus bas. Sur le dos, la tête entre les genoux, je me demande si je dois me réjouir de ma condition de non-mort. Je suis d'une indécision crasse. Je respire lentement, j'attends quelque chose qui ne vient pas. Lila. Cœur battant, je me relève, inspectant sans retard chaque centimètre carré de ma maison, du jardin, du poulailler, de l'atelier. Elle n'est pas là. Et pourtant elle ne peut pas être partie, son vélo est ici. Elle n'a pas pris un des miens, je viens de les compter, de les recompter. Ils sont tous là, sauf bien sûr celui qui joue au Père Noël chez mes voisins. 83 plus 1. Lila aime trop sa liberté pour partir à pied, je l'affirme. Je tempête sous mon crâne, marchant nerveusement en cercle, main dans le dos. Lila n'est pas visible, mais mon sonar intérieur me signale qu'elle est proche. Sous mes pieds? Mais oui, bon sang! Je parcours le jardin à la recherche d'un nouveau trou. Et j'en trouve un, en effet. La terre est fraîche, nouvellement retournée.